Bonjour chers auditeurs d'Aimer Danse. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir en fait Anaïs Milon. Anaïs Milon, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même se présenter. Donc, hop. Alors, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors déjà, merci d'être venue. Avec plaisir. À cet entretien one-one. Et on va démarrer. Donc, c'est parti. Première question. Peux-tu te présenter succinctement ? Succinctement. Ça commence mal. Je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans depuis 9 ans. Je suis une artiste kizomba, entrepreneur dans la danse. Voilà. Je suis d'origine martiniquaise et normande et voilà. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec la danse ? Alors, ma rencontre avec la danse, c'était... Ma première rencontre avec la danse, c'était vraiment quand j'étais petite. J'ai ma mère qui était prof de danse classique et moderne jazz. Donc, elle a essayé de me mettre au classique. Je ne sais même pas quel âge j'avais. Je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'ai trouvé ça pourri. Et j'ai dit, non, maman, la danse, c'est nul, je vais faire de la gym. Donc, ça, c'était ma première rencontre avec la danse. Avec la danse, ouais. Ok. Que représente pour toi la danse dans ta vie ? Quelle place elle tient dans ta vie, la danse ? Un peu toute ma vie, hein, finalement. C'est mon quotidien, c'est mon métier, c'est mes inspirations. Ça prend toute la place, la danse, dans ma vie. En tout cas, actuellement, ça prend toute la place dans ma vie. Pour moi, danser, c'est pas seulement danser, c'est danser, mais c'est aussi créer et réfléchir à tout ce qu'il y a autour de la danse. Et voilà, c'est plus que juste danser. Peux-tu décrire selon toi ce qui est un bon danseur ? Alors... Danseur et danseuse, hein. Vaste question, encore une fois. Pour moi, un bon danseur, c'est un danseur qui va être complet. Je vais plutôt dire un danseur complet plutôt qu'un bon danseur, parce qu'après, ça dépend un petit peu du point de vue où on se place, si on se place d'un point de vue de passionné ou d'un point de vue de professionnel. Mais pour moi, un danseur complet, c'est quelqu'un qui arrive à la fois à allier la technique, à vraiment vivre et exprimer la musique, et en même temps à apporter vraiment sa touche personnelle, son identité dans la danse. Et pour la danse de couple, en plus, pouvoir transmettre des émotions à l'autre et pouvoir l'emmener dans cet univers-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous détailler comment ça a commencé, en fait ? Alors, comment ça a commencé ? Ça a commencé, en fait, j'avais déjà un petit peu de base de danse, puisque du coup, j'ai fait de la gym de haut niveau, suite à l'échec de ma mère avec la danse classique. Mais j'avais quand même une chorégraphe, en fait, et du coup, j'avais tous les apports classiques que ma mère aurait voulu m'amener. Cette chorégraphe me les a apportés. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le début de ce que j'ai pu faire en danse, entre guillemets. Ensuite, faut savoir que j'ai une sœur, donc ma seule sœur, Noémie, qui est une ancienne internationale de salsa, donc qui a eu sa carrière 10 ans avant moi, qui a voyagé un peu partout. Et du coup, pour pouvoir la voir, puisqu'elle était tout le temps en déplacement, il fallait que j'aille un peu dans le milieu salsa, puisqu'elle travaillait tout le temps pour faire des cours avec elle, la regarder faire ses cours, etc. Donc j'ai très vite été replongée dans le milieu de la danse, en sachant qu'en plus, du coup, comme j'étais là, j'étais l'assistante soit de ma sœur, soit à l'époque de Carlito, qui est un nom de la salsa aussi qu'on connaît bien à Paris, soit l'assistante de Léon Rose aussi plus tard. Donc ma sœur et Léon, ils ont organisé une soirée qui s'appelle l'Agua, qui fonctionne toujours. Et c'est une soirée, en fait, c'est la première soirée qui a mis la kizomba sous forme de cours et de soirées, comme ça se faisait pour la salsa déjà depuis des années, avec les premières équipes de taxi danseurs aussi. Et donc moi j'allais la voir, je nettoyais les verres, je lui donnais un coup de main, je jetais les poubelles parce que je voulais l'aider, je voulais la voir, et c'est comme ça que j'ai vraiment mis un pied dans la kizomba, parce que j'ai rencontré mon ancien partenaire dans cette soirée-là. Donc voilà, en gros. Après j'ai mon ancien partenaire qui m'a proposé de faire Africa Dansar. Donc faut comprendre qu'à l'époque la kizomba c'était pas du tout développé. Il y en avait un petit peu dans les congrès de salsa, mais ça prenait pas du tout. Et il y en avait dans certains pays où ça prenait un petit peu plus.
notamment en Angleterre et un petit peu au Portugal. Et donc, il m'a proposé de faire ce concours et j'ai dit non. Ça a été ma première réponse. Ok, bon. J'ai dit non. J'ai dit écoute, non, je vois des filles, elles dansent très très bien. Moi, je dansais à peine en fait. Et bon, quand tu sors du sport de haut niveau, tu peux pas aller dans un autre truc et te montrer si t'es pas au niveau. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai dit non. Après, j'en ai parlé à ma sœur. Elle m'a dit, Anaïs, tu t'en fous. T'habites pas à Paris. Au pire, tu disparais pendant un mois. Tout le monde va oublier. Ok, le conseil de la grande sœur. Voilà. Elle m'a dit, mais fais-le, amuse-toi, voilà. Et du coup, finalement, je l'ai fait. Et on s'est retrouvés avec, à l'époque, Tony et Aurélie, à représenter la France au Portugal pour Africa Dansar. Et c'est l'année où il y avait aussi Nuno et Nagila, où il y avait Albir et Sarah. Et on a été un peu le cru de l'explosion de la kizomba à l'international derrière, quoi. Donc ça a commencé comme ça, et voilà, en gros. Ok. Et alors du coup, t'as dit une chose qui soulève en fait une question qui n'était pas prévue. Sportif de haut niveau, c'est-à-dire? Eh ben, j'ai fait de la gym de mes 8 ans jusqu'à mes 19-20 ans. Ouais, les dernières années, j'étais plus très sérieuse. J'ai découvert la vraie vie en dehors du sport. D'accord, bon. Comme Donc, tout le monde, en fait. j'allais beaucoup moins m'entraîner. Donc, en fait, j'ai fait du sport-études. J'ai commencé le sport-études. Je crois que mon premier trimestre de sport-études, c'était en CE2 ou CM1. Ça avait été affreux. La maîtresse, elle me détestait. Je l'aimais pas du tout. Donc, ma mère m'avait enlevée. Et après, au collège, je suis retournée en sport-études. Donc, j'avais cours le matin, j'avais entraînement l'après-midi, les compétitions le week-end, les stages pendant les vacances, etc. Et voilà, j'ai fait championnat de France plusieurs fois. Enfin, voilà, un petit parcours de gymnaste. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, d'où le propos, si c'est pour y aller, pour faire juste de la figuration. Voilà, reste à la maison. Ouais, pas trop motivé, Attends quoi. un peu. À quel moment c'était venu à l'esprit de te dire, tiens, bah, si j'en faisais un métier, quoi? En fait, c'est jamais réellement venu. Comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment une autre époque. C'est-à-dire que on s'est jamais dit à cette époque-là que ça, là aujourd'hui, 10 ans après, ce serait encore là en fait. On s'est dit bah c'est cool, commence à y avoir des petites demandes pour donner des cours en école. Bon, bah, on va essayer de préparer des cours. Voilà, il y a des festivals qui t'appellent, donc bah tu vas essayer de préparer des festivals. T'essayes de faire 2-3 trucs, mais tu te dis pas que ça va devenir un métier en fait. Moi, à l'époque, je bossais avec des jeunes. J'avais mon métier, j'adorais ça, donc voilà. Et après, bah tu voyages pendant 1 an. Tu commences à faire des workshops parce que ça a commencé par quelques workshops, des petits cours en festival, etc. Ensuite, tu prépares des shows. Ensuite, t'es booké pendant 1 an. Donc, le week-end, moi j'habitais à Rouen à l'époque, donc tu prends ton train, ton avion, tu vas en booking et tu reviens. Et puis la 3e année, tu vois que t'es booké encore 1 an et puis l'année d'après complète. Donc tu te dis mince, faut peut-être prendre une décision. Et en fait, j'ai fait un gros malaise un jour. Et je croyais que je faisais un AVC, mais c'était pas ça. J'ai fait mon garçon. Voilà. Je vais mourir. C'est juste une grippe. C'est bon, mon chéri. C'est ça. Prends un Efferalgan. Voilà. Non, j'ai eu une grosse crise en fait, et donc j'ai fini à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fait, ils m'ont dit mais mademoiselle, en fait. Surmenage. Ouais, surmenage quoi. Il faut prendre une décision. C'est soit la danse, soit votre travail, mais ça peut plus être les deux à plein temps en fait. Et du coup, j'ai un peu pesé le pour et le contre. Et puis, je me suis dit à l'époque, je pouvais prendre des disponibilités dans mon travail. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais prendre 1 an de dispo, je vais voir si ça marche toujours. Et je vais me mettre à mon compte et je vais essayer de vivre de la danse. Et finalement, ça fait 10 ans. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Ok. Selon toi, le débat, en fait, entre l'Urban Keys et la Kistradi. Ben voilà. Comme quoi, c'est bien des fois de refaire. Il n'y a pas de débat. Les gens qui débattent sur ça, c'est des gens qui ont... L'esprit fermé, quoi. Qui ont l'esprit fermé et puis qui, je sais pas, qui aiment bien, comme on dit, palabrer. Ouais, non, excusez-moi. Pas de jugement de valeur. Non, donc... non, pour moi, il n'y a pas de débat. Parce qu'aujourd'hui... c'est ce que je disais, la kizomba, pour moi, quand je parle de kizomba, c'est le monde de la kizomba. Et créer un débat entre la kizomba et l'urban kiz, ça revient à dire que pour le hip-hop, par exemple, je sais pas, le break et le popping,
ça fait pas partie du milieu hip-hop. Bah en fait si, ça fait partie du milieu hip-hop. Donc je pense qu'il faut que les gens acceptent, et surtout on va dire ma génération et ceux qui sont un petit peu plus puristes, il faut qu'ils acceptent que le milieu de la kizomba, il a changé avec la musique et aussi avec la génération qui est arrivée, toutes les générations qui sont arrivées. Et d'ailleurs, ça a commencé par ma génération, parce que quand nous on est arrivés, on n'a pas du tout proposé la kizomba qu'on voyait. On a fait une kizomba qui nous ressemblait déjà, qui était déjà différente de ce que faisait la génération de Petchou, de Avelino et Johanna. Voilà, c'était une autre génération qui faisait une autre kizomba. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la même chose en fait. Chaque génération rapporte sa touche. Et je pense que on ne peut pas forcer la nouvelle génération à s'intéresser plus profondément à la kizomba, on va dire la kizomba de puristes, tout simplement parce que ça leur parle pas. En fait, c'est comme moi, si je vais dire à mes petits cousins que je kiffe le zouk rétro, ils vont dire c'est une danse de daronne. Ils vont dire musique de daronne, danse de daronne, tati, non, c'est pas possible. Bah non, en fait non, c'est juste que moi, quand eux ils écoutent du ghetto zouk aujourd'hui, qui pour eux est juste normal, moi quand j'écoutais la radio quand j'étais plus jeune ou quand on me ramenait des cassettes, c'était le zouk rétro que j'entendais. Donc forcément, mon corps et mon esprit va vibrer différemment à cette musique-là. Et eux, pour eux, ce serait limite has-been. De la même façon que tes parents, ils disaient que t'étais un petit con parce que t'écoutais du rock. Tu vois, c'est la même chose. En kizomba, c'est la même chose. Les jeunes d'aujourd'hui, quand je dis les jeunes, ça va être aussi... Enfin, c'est pas les petits jeunes, mais ça peut être des gens de 25, 26, 30 ans. Enfin, les gens qui ont grandi, on va dire, en France ou aux États-Unis ou je sais pas où, ils n'ont pas la même culture musicale forcément que toi qui est né dans une famille de première génération d'immigrés, par exemple. C'est pas la même chose, on n'a pas la même culture musicale. Donc tu peux pas forcer ces gens-là à se calquer à ce que toi tu ressens et ce que tu entends, tout simplement parce que tu estimes que c'est mieux. C'est pas possible. Et selon toi, c'est dû à quoi ça en fait ? Parce qu'on a peur du changement. La plupart des gens. Ok, bon bah voilà, c'est bon. Vous pouvez partir. non mais c'est tellement. Dans la psychologie, je te dis. Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de. Le changement, ça veut dire aussi que tu vieillis, ça veut dire aussi que t'es peut-être plus à la mode, ça veut dire aussi. Merde. Ça veut dire plein de choses. J'aurais pas dû poser cette question. C'est la peur de mourir et de ne plus exister. Ouais, ok, oui, bah voilà. oui. Donc. Je pense. Bon, oui, c'est ça. c'est chaud. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette envie de dire, une fois que tu deviens entre guillemets un adulte, de te dire, bah moi aussi, il faut que je vous apprenne c'est quoi les vraies choses, quoi. Tu vois, ce petit côté d'ego de te dire, écoute mon petit, maintenant écoute-moi, la vie c'est comme ça, hein. C'est pas J'en faux. ai bavé, maintenant c'est ton tour. Voilà. Une question qui sort un peu de la liste suite à cet échange. J'ai eu l'opportunité de rencontrer en fait plusieurs profs avec qui j'ai discuté. Et la chose qui revient assez souvent, alors le fait que je connaisse les origines de la kizomba, comment ça a commencé, parce que ça a commencé il y a 25-26 ans avec ma génération, parce que nous on était là en fait. Voilà. Et quand je vois en fait que j'ai des discours, en fait des débats avec des profs, j'entends jamais parler en fait de l'origine en fait. Alors je me pose la question, je fais est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils savent et ils font fi de ne rien dire ou ils sont pas du tout au courant en fait. Alors, je suis pas en train de faire du prosélytisme par rapport au zouk ou machin, non loin de là. C'est vraiment, je trouve que ça serait quand même bien que les professeurs puissent en parler et puissent dire voilà comment ça a commencé et pas se contenter de répéter des trucs en fait enfin voilà. Donc je te laisse répondre. C'est une question très intéressante et très difficile. Moi personnellement, je parle très peu de l'histoire de la kizomba. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement, sur mes 10 ans de carrière, j'ai entendu l'histoire de la kizomba au début, etc. La seule histoire de la kizomba dont je peux parler, c'est celle que j'ai vécue. C'est-à-dire ces 10 dernières années. Étant donné que j'étais sur l'international, etc., c'est beaucoup plus facile de parler de ça. Je me suis rendu compte que tout le reste, tout ce qui était avant, tout ce que je n'ai pas connu, j'ai entendu 300 versions.
J'ai entendu des versions, parfois j'entends des versions de 2 personnes qui peuvent être des personnes influentes et qui d'un seul coup se font la guerre et les versions changent. Voilà, c'est très compliqué. Il y a une grosse part aussi d'ego dans notre milieu qui fait que peut-être il y a des gens qui ont envie de briller au travers de cette histoire et du coup qui changent un peu les choses, qui racontent certaines choses, qui mettent certaines personnes ou certaines communautés à l'écart parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils ont une vraie culture, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est difficile parce qu'il y a en effet il y a une vraie culture, mais il y a eu toute cette partie de guerre en Angola qui a pas permis à la culture, on va dire, de s'épanouir comme elle aurait dû, je pense. Et c'est difficile de retrouver les informations. C'est très très difficile de retrouver les informations. Et c'est difficile d'avoir les bonnes versions, en fait. Tu vois, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un peu tout le monde qui se dit oui c'était ça, sans même vraiment savoir, sans même rechercher. Je sais que, par exemple, pour ce qui est de la musique, j'avais suivi une conférence que DJ Tokoshta avait fait, où il avait fait pas mal de recherches justement sur les origines de la musique, etc., que j'avais trouvé plutôt complète et respectueuse des cultures, des autres cultures que la culture angolaise avait pu apporter à la kizomba ou au semba à l'époque. Mais en dehors de ça, à force d'avoir entendu tout le temps des versions différentes, des choses qui changent, les petites guéguerres politico-artistiques du milieu, etc. J'ai dit maintenant à mes élèves, je leur dis, moi, voilà, je peux vous parler de la kizomba quand j'ai commencé, sur toute son évolution maintenant, le rapport qu'il peut y avoir avec le zouk, le rapport qu'il peut y avoir avec le semba, ça reste succinct. Et je leur dis, si vous voulez connaître l'histoire, allez voir différentes personnes, différents Angolais qui s'intéressent, il y a différentes personnes qui s'y intéressent, et allez voir ces gens-là. Moi, c'est pas mon domaine. Je suis une artiste. Je vais te donner les bases pour que tu fasses tes recherches, mais je suis pas historienne non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et je préfère ne pas donner d'informations que donner des fausses informations et dire qui sont fausses. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, qui est vraiment très pertinent quand tu dis je peux vous parler de ce que moi j'ai vécu. Et donc alors moi je me permets vraiment de dire il faut vraiment retourner en fait dans le zouk d'il y a 25 ans, voire 30 ans. Non, parce que c'est un fait, parce que si tu suis, vous êtes des danseurs. Si on suit la danse, si vous suivez la danse, vous allez forcément voir l'évolution et vous allez voir ce qui se passe et vous allez voir les danses évoluer. Oui, mais le zouk, il a joué un rôle super important dans la kizomba. Je pense que ça, personne ne le cache. Après, c'est plus les connaissances qui font que c'est peut-être limité dans l'explication. Les gens, ouais, d'accord, voilà. ok. D'ailleurs, pour moi, Jean-Michel Rotin, tu es le king. Je suis obligée de le dire parce que Jean-Michel Rotin, pour moi, tu es le protagoniste de la kizomba. De tout ça, quoi. Tu étais en avance sur ton temps déjà. Merci. D'ailleurs, quand tu regardes même le compas à l'ancienne et tout ça, machin, déjà on est déjà dedans là. Oui, mais c'est en fait après bon, tout ce qui est zouk, compas, c'est aussi des sonorités qu'on a puisées en Afrique. Donc c'est finalement ça reste à la maison de toute façon. Ça reste ici, mais c'est vrai que c'est on va dire des constructions musicales qui ont été réutilisées derrière. Parfois j'entends du semba et j'écoute l'instru et je me dis attends, c'est du semba ça ? Et puis j'entends le gars qui chante en portugais ou en kibundu derrière et je me dis ouais, c'est du semba. Mais non, mais l'instru, c'est un gros morceau de Kassav, ça. Mais un gros morceau que je dansais dans les baptêmes, c'est quoi ces conneries ? Mais arrêtez de dire que c'est du semba. Donc, conclusion, oui, ça. Donc, tu finirais par dire il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de polémique à faire. Il n'y a pas de polémique. Voilà. C'est un milieu, c'est la même famille. C'est la même famille, c'est différentes façons d'aborder la danse. C'est une musique qui change, donc forcément, si la musique change, et la façon de bouger va évoluer avec cette façon d'entendre et de percevoir le son. Donc non, il n'y a pas de débat en fait. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux styles qui vont arriver bientôt. Ouais, bien sûr. Il y en a déjà là, mais qui commencent déjà. Il y a des très bonnes choses, mais j'espère que ça va continuer en fait. Et ça fait vraiment penser en fait à justement à la famille en fait. C'est comme si dans une famille, tu as les frères et sœurs, les cousins, les machins, les tantes, les trucs, enfin il y a une grande ramification. Et c'est comme si tu disais non. Parce que toi, du coup, t'es mon cousin, t'es pas de ma famille. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Eh bien, alors, on est reparti.
J'adore celle-là. Oula. Le machisme dans le milieu... dans les deux milieux. Dans le milieu de la danse, dans ton milieu, Ouais. et socialement, qu'est-ce que tu en penses en fait? D'abord dans le milieu de la danse, et ensuite dans le milieu social en fait, dans notre monde en fait. Bah, Qu'est-ce que tu penses du machisme? Les deux, c'est lié. Je pense que le machisme dans le milieu de la danse est lié au machisme global qu'il y a en fait, socialement. En fait. C'est représentatif dans un milieu plus petit de ce qui se passe dans la société actuelle. Clairement, aujourd'hui, la place de la femme, que ce soit en danse ou que ce soit au bureau ou à l'extérieur, elle n'est pas normale. On va pas se mentir. C'est pas... Je pense que c'est pas un secret. Et dans la danse, ça paraît encore plus décuplé parce que c'est un petit milieu, parce que c'est aussi un milieu qui attire forcément des égos qui sont forts. Peut-être qu'on voit moins dans la société qui est un peu plus large. Mais... c'est dur d'être une femme dans le milieu de la danse. C'est un monde d'hommes. Je t'aurais dit, il faut faire sa place, mais en fait, il faut prendre sa place. Parce que tu fais pas ta place. Tu prends ta place. Voilà. Ensuite, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu entends par prendre sa place? En fait, personne va te donner ta place. On peut croire que... Comment dire? On peut croire que, par exemple, en créant des alliances, tu vas avoir une place privilégiée. Donc tu crées tes alliances. Quand je dis des alliances, c'est pas forcément négatif, hein, c'est travailler avec un collectif de personnes ou c'est des choses comme ça. Sauf que le jour où ils ont fini avec toi, tu disparais en fait. Donc finalement ta place, tu l'as jamais eue. C'est une illusion. T'as des compétences, tu les imposes, tu travailles évidemment 3 fois plus qu'un autre pour pouvoir les mettre en avant. Mais c'est comme dans la société, c'est la même chose. Après, il faut comprendre que le milieu de la danse pour la femme, je parle vraiment du milieu professionnel. Ouais. C'est très très compliqué. T'as combien de danseuses géniales avec un talent dingue qui ont inspiré des générations qui disparaissent du jour au lendemain? Les gens ils se posent pas la question, mais il y en a énormément en fait. Que ce soit dans la salsa, dans la bachata, dans la kizomba qui est plus jeune, mais il y en a 1 million quoi. C'est-à-dire qu'il y a des putains de danseuses qui sont là, qui vont être là avec un partenaire, ils vont faire monter les choses, ils vont faire plein de choses. Et le jour où ils se séparent, on n'en entend plus parler. Plus jamais. Parce que... après, c'est plus une question de responsabilité parce que le milieu ne prend pas sa responsabilité face à ces filles-là. Et voilà. Après, pour moi, la responsabilité, elle passe aussi par sa propre responsabilité en tant que femme, de prendre ta place, comme je disais tout à l'heure. Parce que si tu ne prends pas ta place, tu ne peux pas espérer que les gens derrière ils vont te la donner. Toi et moi, on danse ensemble. Ouais. Toi et moi, on fait des cours. Je ne prends jamais la parole en cours. À quel moment je vais manquer, par exemple. Je ne sais pas, on fait des shows. Je ne mets jamais ma touche dans les shows. À quel moment je vais te manquer et je vais manquer au public demain. Je suis une artiste internationale de kizomba. Ok, je prends la responsabilité qui va avec. J'ai une responsabilité pédagogique parce qu'il y a des gens que j'inspire qui viennent dans mes cours parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses avec moi. Donc ma responsabilité, c'est de travailler mon enseignement pour leur enseigner ce qui les inspire. Je suis danseuse de kizomba internationale ou nationale ou peu importe. Je vais en soirée. C'est ma responsabilité de danser avec les gens. Je ne peux pas juste rester là et me cacher. Et non. Il faut que je sois visible pour que les gens passent un bon moment avec moi. En fait, c'est tout ça. On a tendance, quand on est femme dans la danse de couple, on a tendance à se mettre un petit peu en retrait. Mm-hmm. Et je pense que c'est une erreur. Après, c'est lié à des personnalités aussi. C'est pas non plus forcément facile parce que les partenaires qu'on peut avoir parfois sont un peu durs. Voilà, ils n'acceptent pas forcément que tu brilles au même niveau qu'eux ou plus qu'eux, ou ça c'est des choses qu'ils ont du mal à supporter. C'est lié à l'être humain. Après, aujourd'hui je pense que dans le milieu de la kizomba, avec les générations en tout cas que je vois arriver, je sens quand même que c'est différent. Ouais. Tu vois, je sens qu'il y a une vraie prise de considération de la danseuse et une vraie compréhension que si le garçon il est ici et que la danseuse elle est ici, le niveau global va être ici. Ouais. Si tu es ici et que ta danseuse elle est ici, t'as un niveau de danse qui va augmenter. Ça fait forcément Exactement. Plus. Voilà. Mais quand il y a trop d'ego, c'est pas ce qui en ressort.
D'accord. Voilà. Donc t'as des danseurs qui sont très bons et puis qui vont prendre des danseurs qui sont beaucoup moins fortes parce qu'ils peuvent les payer moins, parce que elles acceptent plus de choses, parce que D'accord. voilà. Je jette pas du tout la pierre à ces filles-là parce que je sais que c'est un milieu qui est très difficile et que tu fais des choix pour ta carrière et ça peut faire partie des choix que tu fais pour ta carrière. Maintenant, ça, au final, c'est pas quelque chose qui va leur servir. Je le sais pertinemment parce que je l'ai vu autour de moi. Je fais partie de celles qui ont un petit peu vu toutes ces choses-là arriver. J'ai connu ça avant, quand je dansais pas et que ma sœur a dansé en salsa, elle me racontait déjà un petit peu ce qui se passait. Mais voilà, mais il y a quand même des générations qui arrivent et qui voient les choses différemment. Parce que on n'est plus un couple seulement ou une personnalité, c'est plus un tel, c'est un concept. Il faut prendre sa place. Maintenant, c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que quand tu prends ta place, il faut accepter tout ce qu'il y a avec. C'est-à-dire les gens qui vont t'écraser, que ce soit les hommes ou les femmes, parce qu'il faut comprendre qu'une femme, il y a beaucoup de femmes qui écrasent les autres femmes. Donc c'est pas juste pour les écraser, hein. C'est juste qu'elles ont aussi ce besoin de monter et de pouvoir s'affirmer. Et le seul moyen qu'elles ont trouvé, c'est ça, c'est de se dire, ok, bon, il n'y a pas de la place pour 10 femmes, il faut que ce soit moi. Donc hop, je vais faire en sorte de mettre les autres de côté et moi je vais me mettre en position haute. Voilà. Après, donc il y a ça qui est pas facile. T'as le poids de la communauté parce que c'est une communauté qui est gérée par des hommes. Je pense que ça. Comment dire ça ? Je pense que tout le monde est responsable et ça arrange tout le monde. Ça arrange les danseurs. Parce qu'ils vont faire plus d'argent, etc. Et l'argent, c'est pas un sujet tabou. Hein. Je veux dire, c'est un travail, donc ça tout à fait normal. Voilà. Parce qu'ils vont avoir plus de notoriété, parce qu'ils vont garder les marchés financiers derrière. Et ça arrange les organisateurs, parce que du coup, c'est un petit business entre hommes. Et puis bon, on sait que les mecs entre eux, ils font pas trop de vagues. Donc bon, vaut mieux être associé avec un gars qui fait les trucs un petit peu comme ça et qui fait pas trop de bruit qu'avec une femme hystérique. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on nous définit. Hein, où, qui va faire du bruit et puis bon, ça va être compliqué à gérer. Non, vaut mieux que ça reste entre hommes. Donc c'est un petit peu ça. Donc pour moi, il y a en effet la responsabilité des femmes. Il y a un gros travail de rééducation finalement à faire. Et je me mets dedans hein, parce que moi-même, j'ai dû réapprendre à prendre ma place. Il y a la responsabilité des danseurs. Je veux dire, c'est un peu comme dans un couple. Demain, on travaille ensemble. Les danseurs, ils doivent protéger leurs danseuses. Donc, je disais, c'est un travail difficile. Je l'ai moi-même fait et c'est pas quelque chose de facile. De se responsabiliser par rapport au business, c'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon partenaire il dit qu'il va gérer ça et qu'il gère ça et qu'il gère ça que je dois pas vérifier en fait ce qu'il est en train de gérer. De se mettre dans des conditions professionnelles avec peut-être une boîte de prod qui peut à la fois gérer tes contrats, gérer la question judiciaire par exemple. Pas forcément rester dans une démarche artistique en couple, mais aussi exister tout seul. Parce que demain, comme ça, quand ça s'arrête... Enfin, moi, par exemple, quand ça s'est arrêté, ça a été très, très compliqué pour moi. Mais heureusement que je savais guider, en fait. Heureusement que je savais faire des cours toute seule. Parce que là, je serais retournée dans mon ancien travail, on va pas se mentir. Voilà, il y a tout ça. Il y a la responsabilité du danseur. Donc, si on est en couple, c'est un petit peu comme un couple, on fait un contrat de mariage. Pour éviter que le jour où on se sépare, il y en a un qui devient complètement cinglé et qui vole tout l'argent à quelqu'un ou qui détruise la réputation de quelqu'un. Voilà, on se fait un contrat moral et un contrat où on signe, où on se dit, voilà, tu ne peux pas m'annuler dans un festival si on se sépare. Voilà, ça marche aussi par les organisateurs, de ne pas forcément faire un contrat pour le couple, mais d'avoir des contrats bien distincts, de dire, voilà, demain, je vous book tous les deux pour mon festival. Si vous vous séparez, j'en prends aucun. Bah, du coup, les filles vont plus se retrouver en séparation du jour au lendemain parce qu'on est booké dès 1 an en avance. Et demain, si toi, tu es mon partenaire et on se sépare et que c'est toi qui gères les contrats et que tu te retrouves, on a un festival dans 1 an, et tu vas pas pouvoir récupérer le contrat parce que je serai pas dedans et je serai prise en considération dans le couple de danse. Donc, tu vas réfléchir à 2 fois avant de me virer. Ouais, ça, voilà. Parce qu'il faut savoir que les séparations dans le milieu de la kizomba, ça se fait rarement de façon douce et cordiale. Voilà. Généralement, c'est un peu brutal et la fille se retrouve du jour au lendemain
sans contrat. C'est un peu comme si tu te faisais licencier abusivement du jour au lendemain et tu as des factures à payer. Tu as aussi fait des investissements si tu en as fait. Il faut gérer tout ça. Et il y a des gens qui se suicident pour ça quand même. Faut pas oublier, tu vois. Ouais. Donc les gens voient pas forcément ce côté-là parce qu'ils viennent pour le côté plaisir. Mais il y a un autre côté qui existe et c'est celui-ci. Et c'est vraiment compliqué. Ouais. Aujourd'hui, je me permets de le dire. Je l'aurais peut-être pas fait il y a 3 ans quand je me suis séparée. Je le dis parce que je ne compte plus sur les festivals et les organisateurs pour travailler. Parce que quand tu parles, on n'aime pas trop. Aujourd'hui, je fonctionne seule. Donc voilà, je prends la parole pour toutes les filles qui viennent vers moi, parce qu'il y en a beaucoup qui se séparent et qui viennent vers moi et qui me demandent comment t'as fait, qu'est-ce que je peux faire, Voilà, donc moi aujourd'hui, je prends la parole pour moi et pour toutes ces filles-là. Et voilà, je pense qu'il faudra réfléchir à mettre en place des choses pour les danseuses.